Ecorama, émission spéciale enregistrée depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, dont Boursorama, bien sûr, est un des partenaires. Votre invité à présent, c'est Jacques Aschonbroich. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, président du conseil d'administration de Valeo et d'Orange. On parle essentiellement bagnole et voitures ensemble. Et j'ai noté que les constructeurs auto, et quand même pour le commun des mortels, ça paraît assez incroyable, n'ont jamais été aussi profitables tout en vendant aussi peu de voitures. Il faut expliquer cette contradiction. Alors c'est toujours une bonne nouvelle quand nos clients gagnent de l'argent. Mais c'est vrai qu'on a une situation un peu paradoxale. Une situation paradoxale parce que, en raison de la pénurie de certaines matières premières et surtout des semi-conducteurs aujourd'hui, les productions de nos clients sont contraintes. Donc ils se sont concentrés sur les produits à plus forte valeur ajoutée, à meilleure marge, et donc ce sont ceux-là qu'ils produisent aujourd'hui. Je voudrais revenir une seconde, si vous me permettez, sur la crise des semi-conducteurs. Elle dure depuis 18 mois. Ça va un peu mieux ou pas? Ça va un peu mieux, mais il y a une fierté quand même pour Valeo. On est le seul équipementier à ne jamais avoir arrêté un de nos clients. Valeo est devenu une véritable machine de guerre. On est le 3e acheteur, probablement, ou le 4e acheteur de semi-conducteurs dans le monde de l'automobile. Comment vous avez fait? On achète de l'ordre de 50 milliards de composants électroniques, 20 000 références différentes. Simplement, le patron opérationnel, Christophe Périllat, qui est le directeur général de Valeo, a mis immédiatement en place une structure sans hiérarchie, en regardant de façon extrêmement précise les chaînes logistiques et le travail qu'il fallait faire pour substituer tel ou tel composant électronique. C'est un travail absolument formidable qui a concerné quelques dizaines ou centaines de personnes au sein de Valeo, en interaction avec nos clients, et on est extrêmement fiers, et nos clients nous sont extrêmement reconnaissants d'avoir pu les accompagner pendant cette période. Donc c'est une période très intense, finalement avec un succès extraordinaire et très valorisant pour nos équipes. C'est très bien évidemment que vos clients gagnent de l'argent. Après, je me disais, le niveau actuel des marges d'exploitation des 25 plus gros constructeurs est exceptionnel, au plus haut quasiment historique. On est à quasiment 12,5%. Je me disais, est-ce que c'est pas un peu, ou pas d'ailleurs, au détriment justement des équipementiers? Alors, on est dans une période d'inflation. Dans une période d'inflation, il y a une préoccupation majeure, c'est évidemment d'augmenter les prix. On les augmente et là aussi, tous nos clients ont accepté les augmentations de prix qui se font par étapes successives, non pas du jour au lendemain. Et quand on regarde ce qu'on a obtenu par rapport à ce qu'on avait envie d'obtenir, ce que Christophe Périllat a annoncé au début de l'année quand il a fait la guidance, on est totalement en ligne, voire meilleur que ce qu'on avait prévu sur cette année. Alors les clients, ils vont le voir. Quand nous, nos marges vont augmenter, les leurs vont baisser. Donc c'est normal, c'est mécanique. Il faut qu'on revienne, Jacques Aschonbroich, sur cette interdiction votée par le Parlement européen des moteurs thermiques à compter de 2035. Luc Châtel, qui est le président du lobby des constructeurs, a affirmé que c'est un grand saut dans le vide et un sabordage industriel. Quelle est votre grille de lecture à vous? Je ne suis pas du tout d'accord avec ce point-là. La mobilité d'une façon générale, l'automobile en particulier, représente 20% des émissions de CO2 dans le monde. Il n'y a pas d'autre choix que de réduire ces émissions de CO2. Et les normes qui ont été données sont des normes extrêmement précises pour arriver au zéro carbone. Alors zéro carbone au niveau de la voiture, après il faudra voir dans quelles conditions l'électricité est produite, zéro carbone à un horizon 2030-2035. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'en donnant une norme, les pouvoirs publics ont donné une solution à cette norme, c'est de dire que ce sera un véhicule électrique. Alors qu'il y avait peut-être d'autres solutions. Alors qu'il y a peut-être d'autres solutions, mais aujourd'hui, quand on regarde le nombre d'usines de batteries qui ont été créées dans le monde, quand on regarde l'ensemble des investissements qui ont été faits, et les nôtres aussi, on est devenu sur l'ensemble de la chaîne de traction numéro 1 mondiale, le train est parti, si j'ose dire. L'industrie automobile sera électrifiée. Il n'y avait pas d'autres solutions. Là où il y a justement des interrogations, je crois qu'elle est à 3 niveaux. Dire qu'il n'y aura plus de moteur thermique veut dire qu'il n'y aura plus d'hybride non plus, d'hybride rechargeable. Et là, c'est quelque chose qui va être revisité en 2026 pour voir si l'équilibre ne devrait pas être un équilibre plus satisfaisant entre 100% électrique ou des véhicules hybrides rechargeables. Le deuxième point, c'est les carburants, ce qu'on appelle les carburants synthétiques. Les carburants synthétiques sont extraordinairement chers aujourd'hui et on ne voit pas à un horizon 2035 une économie basée sur les carburants synthétiques qui serait compétitive par rapport aux véhicules. Donc ce n'est pas une solution. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut regarder. Et le troisième point, c'est probablement le plus important. Quand on regarde le stock de voitures à moteur à combustion qui circuleront en 2035 dans le monde, ce sera 1,5 milliard. Donc il y aura 1,5 milliard de voitures avec des moteurs à combustion qui circuleront dans le monde. Dans le même temps, on produit 90, 100 millions. Donc ces voitures thermiques continueront de rouler au moins 15, peut-être 20 ans. Et je trouve qu'on passe trop de temps aujourd'hui
pour enlever le dernier gramme de la voiture neuve qui sera construite en 2035. Sans s'intéresser et au peut-être stock. pas assez de temps pour voir comment on peut réduire les émissions de CO2 des voitures qui rouleront encore en 2035 et qui rouleront pendant une période de 15 à 20 ans. Et pourquoi? Et je pense que c'est un sujet qui doit mobiliser non seulement les industriels que nous sommes, nos clients, les constructeurs automobiles. Avec des solutions qui existent déjà aujourd'hui? Alors, des solutions qui n'existent pas forcément aujourd'hui. Le bioéthanol est une des solutions pour réduire marginalement les émissions de CO2. Les carburants synthétiques peuvent être, à un horizon plus lointain, une des solutions. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut changer de centre d'intérêt. Je pense que, comme je disais, le train est parti vers le véhicule électrique. Je pense qu'il faut maintenant réfléchir aussi à la décarbonisation de ce stock de véhicules existants. Et on le voit bien, 100 millions de voitures produites par an, 1,5 milliard de voitures qui circuleront, une population qui aura besoin de ces véhicules, ça ne se résoudra pas du jour au lendemain. Je pense que c'est un souci que l'ensemble de l'industrie et l'ensemble des pouvoirs publics doivent prendre en compte. Jacques Aschenbroich, le train ne part pas trop vite, encore une fois, ce virage vers l'électrique inéluctable mais trop précipité, avec tout ce que ça engendre en matière peut-être de casse sociale aussi. Je pense qu'il faut regarder les sujets de façon très précise, mais quand vous regardez deux basculements qui se sont faits, la photographie quand on est passé de l'argentique vers le numérique, ou le smartphone quand on est passé du téléphone portable qu'on avait au début des années 2000 vers le smartphone, finalement au bout d'un moment les choses ont basculé beaucoup plus rapidement que tout ce qu'on avait imaginé. Je pense qu'il se passera la même chose en automobile. Les choses vont aller beaucoup plus vite, ne serait-ce que parce que si vous achetez une voiture, la valeur marchande de la voiture au bout de 4-5 ans, si elle n'est pas électrique, elle sera très faible. Donc il va falloir à ce moment-là que vous pensiez aussi à la valeur du patrimoine que vous avez acheté. Mais quelle valeur ajoutée qui doit rester en Europe aussi. Hein. Oui, c'est alors d'un véhicule. Quand on regarde, nous on a créé depuis, dans notre JV avec Siemens et dans le... donc vous avez racheté les parts d'ailleurs. On a racheté les parts, ça s'est fait le 4 juillet dernier, donc il y a quelques jours. Pour combien d'ailleurs? Alors il faudrait que je réfléchisse. On l'a rendu public ce chiffre, je ne l'ai plus tout à fait en tête, mais c'était une bonne opération pour Valeo. On a créé 4000 emplois. 4000 emplois dans cette société en 5 ans pour avoir 1 milliard de chiffre d'affaires qui va doubler. Donc on a créé énormément d'emplois qui vont continuer à être créés. Ils ne sont pas encore en France pour l'instant, puisque les usines sont plutôt en Hongrie et en Pologne, mais on a des idées pour en mettre aussi en France. On voit que les batteries, les moteurs électriques, mais créent des emplois. Dans le même temps, il y a des destructions d'emplois. J'ai aucune idée, et c'est très difficile aujourd'hui de faire le solde. Il y a entre les créations et les baisses d'emplois. C'est vrai que des sociétés qui sont totalement à 100% de leur chiffre d'affaires liés au moteur thermique devront se reconvertir ou elles souffriront beaucoup, c'est exact. Et pour Valeo, ce coup près de 2035, ça change quoi? Et je me posais la question aussi de savoir si vous équipiez de la même façon une voiture à essence, une voiture électrique. Alors aujourd'hui, on équipe beaucoup plus des voitures à essence que des voitures électriques, bien sûr. Mais quand on se Non, mais sur une voiture, pas sur l'ensemble. Ah, mais sur une voiture. Non, sur une voiture, on multiplie par 8 notre chiffre d'affaires quand on livre l'ensemble de blocs moteurs électriques par rapport à ce qu'on livre aujourd'hui. Pour vous, c'est tout. Donc pour nous, et on s'est préparé, ça fait maintenant 10 ans qu'on se prépare à cette évolution vers l'électrique. D'abord l'électrique basse tension, le fameux stop and start qu'on a développé avec Peugeot. Ensuite la haute tension avec notre JV avec Siemens. En Europe, en Amérique du Nord, on a pris des commandes importantes en Amérique du Nord, en Chine. Donc on est prêt maintenant, il faut continuer d'investir. On a développé des technologies qui nous ont coûté cher. C'est l'une des raisons de la baisse du cours de la bourse. Cet investissement. Qui est de combien d'ailleurs en cumulé? L'ensemble des investissements sont de l'ordre d'1,5 milliard à 2 milliards. À la fois les investissements de R&D et les investissements en machines et en usines, c'est assez proche de 2 milliards. Mais ça, c'est derrière nous. C'est-à-dire que l'ensemble des investissements technologiques, les produits, à la fois les moteurs électriques, les onduleurs, les chargeurs, sont derrière nous. Alors il y aura des évolutions, bien entendu, en fonction des améliorations progressives de l'ensemble de ces produits, de la réduction des coûts de ces produits-là. Mais l'essentiel de nos investissements en R&D et en CAPEX sont derrière nous. Au-delà du coup près, Jacques Aschenbroich, de 2035, est-ce qu'on est sûr que la voiture électrique sera une réussite, un succès et accessible à tout le monde? Parce qu'il y a quand même plein de sujets. On s'arrête juste vraiment 2 minutes là-dessus, mais le prix de la voiture électrique, est-ce qu'il sera un jour accessible? On nous a dit, on nous a vendu du 2030 pour y avoir une égalité entre le prix de voiture thermique et une voiture électrique. On se rend compte qu'avec l'évolution du cours des métaux, etc., il y aura toujours un gros écart entre les chiffres de l'AIE, je les ai, 40 à 50% plus cher
hors aide de l'État évidemment pour une voiture électrique. Il y a la question des bornes, on sait qu'on est très en retard sur les bornes de recharge en France. Il y a la question est-ce qu'on produira suffisamment de batteries électriques. Bref, les défis sont importants encore une fois. Alors les défis sont considérables. C'est pas gagné, ça je veux dire. C'est pas gagné, mais il y a énormément d'investissements qui sont faits et vous avez posé 3 questions qui sont différentes. Je vais commencer par les bornes de recharge. C'est effectivement un défi 62 000 fin 2022, on aurait dû être à 100 000 en France fin 2021. Pardon pour absolument, non mais c'est absolument clair, on est très en retard, il faut absolument accélérer, sinon l'industrie automobile n'arrivera pas non seulement à commercialiser, mais aussi à faire en sorte que les clients utilisent les voitures électriques. Et quand on fait des enquêtes, clairement, le problème n'est plus la distance qu'on peut parcourir avec un véhicule électrique, mais où est-ce que je peux la recharger. Il y a des investissements qui sont faits, il faut les accélérer. Il faut absolument aussi que les réglementations permettent d'investir un peu plus que c'est le cas aujourd'hui. Ensuite, vous avez posé la question des batteries. C'est une très bonne question, non pas sur les capacités de batterie, mais sur la disponibilité d'un certain nombre de métaux, que ce soit le cobalt, que ce soit le lithium, bien sûr, etc. Et il faut bien entendu qu'il y ait aussi le monde minier intervienne et investisse pour faire en sorte que les matières premières soient disponibles. Ensuite, sur le prix des voitures, c'est un vrai sujet. Je pense que ce qui se passe en ce moment sur l'inflation rend un peu plus difficile à voir à quel moment une voiture électrique sera au même prix qu'une voiture à moteur à combustion. Mais vous vous souvenez probablement que beaucoup de consommateurs achetaient des voitures diesel qui coûtaient sensiblement plus cher qu'une voiture électrique. Voiture à essence, pardon. Ouais. À un moment même où il fallait conduire 30 000 ou 35 000 km pour la rentabiliser. Malgré tout, les gens achetaient des voitures diesel, même s'ils ne conduisaient pas le nombre de kilomètres qui permettent de la rentabiliser. Et maintenant, on leur dit qu'il faut de l'électrique. Maintenant, le véhicule électrique, alors ça dépendra aussi du prix de l'électricité, donc il y a encore beaucoup d'inconnus. Mais normalement, ce qu'on appelle le TCO, c'est l'usage, le coût d'usage d'un véhicule électrique. Même si la voiture à l'achat coûte plus cher, le coût d'usage normalement devrait être moins cher. Et non seulement, l'entretien coûte beaucoup moins cher dans un véhicule électrique. Donc c'est encore très difficile, mais l'objectif est bien entendu qu'un véhicule électrique ne soit pas plus cher en termes d'usage qu'un véhicule thermique. On se quitte là-dessus, Jacques Aschenbroich. Pour vous, Valeo, vous en avez la certitude, ça peut vraiment être un des grands gagnants de cette transformation parce que c'est une révolution que vit cette industrie automobile. On sera un grand gagnant, j'en suis absolument convaincu, sur les 2 domaines, c'est-à-dire l'électrification d'un côté et l'aide à la conduite. Et l'aide à la conduite, où on est de très loin le numéro 1 mondial. Ce sont 2 secteurs qui sont des secteurs en très forte croissance, avec une rentabilité beaucoup plus forte aujourd'hui pour l'aide à la conduite que pour le véhicule électrique. Le véhicule électrique est une industrie naissante pour nous aussi, mais je suis absolument convaincu que les choix qui ont été faits, et j'espère que mon successeur prendra en main, j'en ai aucun doute, mais l'évolution aussi, parce que le marché va changer, l'industrie va changer, mais je suis absolument convaincu que sous son leadership, l'ensemble des équipes de Valeo prendront les virages qu'il faut dans les années qui viennent. Allez, merci Jacques Aschenbroich, donc président du conseil d'administration de Valeo et d'Orange, invité d'Ecorama sur Boursorama, enregistré depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Merci. Merci.